Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 11 juin 2016. Indirayo, bonsoir. Bonsoir, vous Nadine Yambu. Good evening, viewers, and welcome to this newscast. In this edition of the news, we will be telling you about UN officials or UN peacekeepers who are simulating their tactics to challenge terrorism, personal guards, and crowd management, and also crowd crimes. They are or will be putting this know-how into practice after undergoing a training course. In this newscast, we give you details. Des tensions persistent dans les rangs du SIF à Konsamba 1er dans le département du Mungo. Des militants du Parti de la Balance ont dénoncé des cas de fraude lors du renouvellement des membres du bureau de ce parti à Konsamba. And locals in Edeya in the Sanaga Maritime Division have denied that the bird flu has been detected in that part of the country. They were speaking over the week as authorities threatened to put in place precautionary measures against the H5N1 virus. Les grands bassins de production agricole au Cameroun restent encore enclavés. Nous vous proposons ce soir d'aller à la découverte de Ngoro où les populations là-bas vivent un véritable calvaire au quotidien. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue. Vent d'insécurité à Mandjo, dans le département du Mungo. Une vingtaine de commerces du marché de Mandjo ont reçu des hors-la-loi. Des denrées alimentaires ainsi que d'importantes sommes d'argent font partie des pertes déplorées par les commerçants Cyril Djemba et Aurore Bayema. Des cadenas cassés, des sacs traînant ça et là, des marchandises éparpillées au sol, il se dégage un air de cambriolage. Les boutiques du marché de l'arrondissement de Mandjo ont été visitées par des hors-la-loi à une heure très avancée de la nuit. Ils ont quasiment tout emporté sur leur passage, d'après les commerçants du dit espace marchand. Avec tout ce qu'ils ont ramassé dedans, les spaghettis, tout, il n'y a plus rien dedans. Ils sont partis porter 3 durées et porter la caisse, oui, retirer là dans la caisse, retirer la caisse et ramasser quelques poissons, mettre le sac partir avec. Même le gardien du marché de Mandjo n'a pas pu inquiéter ce groupe de malfrats. Molesté et ligoté, il a toutefois survécu au douloureux passage de ces hommes sans scrupules. Il livre son témoignage depuis son lit d'hôpital. Deux se sont avancés vers moi. On a eu à se changer le coup de poids. Finalement, c'était une coupe. Ils sont venus m'envoyer avec les dates. Commencer à mettre à la tête, ceci, machin, tout cela. Elle est sortie pour me truquer ici. C'est là où j'ai perdu tout le poids. Dans la crainte de voir les pertes en vies humaines s'ajouter à la liste des dégâts matériels enregistrés. Franchement, ici au marché, vraiment, nous prions vraiment que la sécurité vraiment puisse nous aider ici à Mandjo. Vraiment, ça ne va pas. Les commerçants de l'arrondissement de Mandjo espèrent une intervention providentielle des pouvoirs publics dans le renforcement de la sécurité dans leur espace marchand. Allons à présent à la découverte de l'arrondissement de Ngoro dans le Mbamikim, région du centre. En attendant l'arrivée de l'électricité, les populations s'investissent dans la production agricole et ce en dépit de l'enclavement dans des principaux bassins de production agricole au Cameroun ainsi que le grand banditisme. Élisée Barouba et Marcelin Gansop. Au cours de leur réunion, Ngoro, un après-midi de célébration des acteurs de la filière cacaoyère. Le ronflement d'un groupe électrogène n'échappe pas à la vigilance du reporter. Il ne s'agit point d'une solution ponctuelle à l'absence d'électricité. Le fait est courant dans cet arrondissement. Même si les poteaux électriques sortent des terres, l'énergie se fait encore désirer. Et c'est à chacun sa formule pour s'éclairer, charger son téléphone ou encore animer une quelconque manifestation. Tout le monde se débrouille avec son groupe à la maison ou avec sa lampe tempête ou encore ceux qui n'ont pas pu acheter des lampes avec plaques solaires pour utiliser à la maison. Ce n'est que la seule façon de se battre pour le moment. Mais une lueur d'espoir pointe à l'horizon. En effet, des signaux annoncent pour bientôt la fin du calvaire des populations qui goûteraient alors aux délices de l'énergie électrique. Nous avons un groupe
qui est déjà arrivé et on a déjà implanté les poteaux et les câbles, les transformateurs sont plantés. Donc d'ici un mois, on a eu réunion, ça fait une semaine exactement, où on a déjà demandé, les abonnements sont ouverts. Donc d'ici un mois, la ville sera électrifiée, tout sera opérationnel. Heureusement, tout n'est pas que noir en Goro. Cet arrondissement d'Umbam Ekim est un grand bassin de production agricole, une aubaine pour la jeunesse locale. En fait, l'arrondissement produit beaucoup. En dehors du cacao, nous avons le manioc, qui sort soit en bâton, soit en couscous. C'est l'huile de palme, parce qu'on en produit aussi. Et les terres sont bien fertiles. Le seul handicap, je vais revenir sur le problème des routes. Si nos pistes étaient régulièrement entretenues, je crois que nous n'aurons pas de concurrents dans cette production agricole. C'est pas du tout facile. Le transport coûte très cher ici quand il faut écouler. Plus souvent pour faire vendre sur place, parce qu'en voulant écouler, tu n'arrives même pas à récupérer même le transport que tu as dépensé. Donc pour faire, même si c'est vendre moins cher, mais mieux vendre sur place que d'aller écouler en ville. Sauf que tous ne choisissent pas la route des champs. Certains préférant plutôt le chemin de la facilité, ce qui ne manque pas de donner quelques soucis à l'autorité administrative ainsi qu'aux forces de maintien de l'ordre, même si la cote d'alerte n'est pas atteinte en matière sécuritaire. Pendant la saison cacaoyère, oui, on vole le cacao à tous les niveaux, que ce soit sur les tiges, en étant en fermentation ou bien au séchage. Vous manquez un peu de regard sur votre cacao, vous trouvez qu'il est parti. Mais ici en Goro, on ne connaît pas quand même la grande criminalité comme dans les zones urbaines. Ouais, c'est ça qui est le maillot jaune ici, la destruction des terrains, la sorcellerie. Avec des cas palpables, nous traduisons toujours les auteurs à monsieur le procureur. C'est calme, mais le degré de criminalité zéro n'existe nulle part. Mais nous nous félicitons de la collaboration de nos chefs de village et de toutes les populations. Les FMO sont disponibles et font leur travail et nous coordonnons tout cela. Je crois que nous n'avons pas de sonnette d'alarme à tirer ici. Tout va bien, mais nous restons vigilants pour que ça continue de manière exemplaire. Ainsi va l'arrondissement d'Ngoro, présenté comme la plaque tournante du département d'Umbam Ekim. Si ça vous tente d'y faire un tour, bien vouloir s'armer d'une bonne dose de patience. Même si la distance à parcourir entre Bafia et Ngoro est de moins de 40 km, il faut néanmoins se préparer à affronter une route fortement dégradée et une traversée problématique du fleuve qui sépare les deux Mbam, le Bam et Inubu et le Bam et Kim. La surprise désagréable pourrait venir de l'indisponibilité du bac qui permet la traversée. Je vous le disais en titre, les militants du SIF se déchirent dans la circonscription Konsamba 1er dans le département du Mungo. Deux camps se sont affrontés lors de l'élection des membres du bureau. Des soupçons de fraude sont à l'origine de ces tensions. Cyril Djemba et Étienne Pascal Azégué. Ambiance électrique dans le bureau de vote où devaient avoir lieu les élections des membres du bureau de la circonscription électorale du Social Democratic Front en Konsamba 1er. Deux camps s'affrontent sous le regard impuissant du secrétaire à l'organisation, Martin Fon Yembe, venu du bureau national du Parti de la Balance pour coordonner le scrutin. Les tensions sont nées, d'après certains militants, à la suite d'une tentative d'intrusion dans la salle des militants qui n'appartiennent pas à la circonscription de Konsamba 1er. Ils sont en train de prendre les gens de Melon pour venir ici voter. C'est normal. Nous, on a des cellules sur place. Et on a des gens qu'on est sur place. Quand on voit les corps étrangers là, ça gêne. Ça fait que les élections doivent être truquées d'avance. Le SDF est un parti, on dit que l'enfant d'une même mère. Mais aujourd'hui, ils ont envie de discuter, je ne comprends pas. Donc les deux, quand les gens qui sortent du doigt là, ils réunissent à deux comme ça là, ils mettent l'ordre là-bas, qu'ils forment un. Pas de dire qu'on passe par les élections, qu'on sort le couteau pour les bêtises. Une affiche collée juste à l'entrée où a lieu le scrutin met en garde à d'éventuels charters qui pourraient permettre la présence des intrus pendant le vote. Il faut noter que ces élections en Konsamba 1er se tiennent quelques jours seulement après la célébration des 26 ans du Social Democratic Front.
Un événement anniversaire qui n'a pas su apporter la sérénité dans les rangs du parti de la Balance dans le département du Mungo, où les tensions entre militants sont devenues récurrentes. Et dans le reste de l'actualité, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour de nombreux patients de la clinique de l'Université des Montagnes à Baganté, dans le département du Ndé. Cette formation sanitaire vient d'être dotée d'une ambulance médicalisée et d'un centre d'hémodialyse. Dans cet cours était donc en présence du ministre de la Santé publique et du ministre de l'Enseignement supérieur, Jérôme Nassi Sobzi. Les cliniques universitaires des montagnes de Baganté sont désormais dotées d'une ambulance médicalisée et d'un centre d'hémodialyse, dont de la Fondation NIAT. La cérémonie de dotation à l'Association pour l'éducation et le développement en abrégé AED, fondatrice de l'Université des montagnes et de ses cliniques, s'est tenue le 3 juin dernier au campus de Baninkane, sous le copatronage de messieurs les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique. Plusieurs autres membres du gouvernement prenaient également part à cette cérémonie. Le ministre Jacques Famin Dongo a saisi cette opportunité pour saluer les gestes de générosité de la Fondation NIAT. Une ambulance médicalisée et un centre d'hémodialyse sont un geste fort, un geste d'amour, de générosité et de prévoyance scientifique. Aussi me permettrez-vous d'associer ma modeste voix à toutes celles qui m'ont précédé ici pour dire merci. Merci à la Fondation NIAT pour ses dons qui sauveront des vies et allégeront la souffrance des patients. À côté de ces dons, les cliniques universitaires des montagnes bénéficient également d'un centre d'hémodialyse. La dernière étape fut la pose de la première pierre du nouveau bâtiment des cliniques universitaires à l'initiative du même donateur dont le promoteur Marcel Niadjefendi a bien voulu donner la signification profonde de ce geste. Cette formation aux jeunes répond à un besoin profond de notre pays, le besoin de la formation pour la santé. Notre pays a besoin, monsieur le ministre de la Santé, que l'on forme les jeunes qui encadreront davantage nos populations pour accroître les réponses aux besoins de santé. L'Université des montagnes peut être fière de se voir ainsi appuyée dans sa mission, elle qui cherche à promouvoir chaque année une formation de qualité dans tous les domaines du savoir qu'elle embrasse. En nécrologie, David Mayebi pour l'éternité. Le président du syndicat national de footballeurs du Cameroun a été porté en terre ce samedi à Nyokon, dans la région du centre. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée en présence de la grande famille sportive, proches, amis et connaissances. Et dans ce même registre, Mohamed Ali repose désormais au cimetière de Louisville, sa ville natale. Une foule émue et impressionnante a accompagné la dépouille de la légende de la boxe jusqu'à sa dernière demeure. La cérémonie funèbre s'est donc déroulée hier. L'ancien président américain Bill Clinton et le comédien Billy Crystal ont donc prononcé l'éloge funèbre. Plus de précisions avec nos confrères de TV5 Monde. L'élégance de la veuve du Greatest a lancé la journée historique à Louisville. Derrière elle, les plus proches de Mohamed Ali, l'ancien champion Mike Tyson, ou l'acteur Will Smith, juste derrière lui. Ils sont une dizaine de porteurs, mais rarement le cercueil d'un homme aura été aussi lourd. Et ils ne sont pas seuls pourtant. Ils sont même des milliers à rendre hommage à celui qui a été plus qu'un champion. 30 km de procession à travers la ville de naissance de celui qui s'appelait encore Cassius Clay. Et une ferveur populaire inégalée. Louisville s'est arrêté.
On a annulé tous nos plans. Mon projet de voyage au Mexique, je l'ai annulé. Les affaires se sont arrêtées pour voir ça. Et c'est le moment le plus important, un des moments les plus importants de ma vie. À l'arrivée au cimetière de Cave Hill, c'est une foule qui accueille le convoi. Avant l'inhumation, dans l'intimité, ce sont là les derniers signes de l'amour des Américains pour leur champion. Son énergie venait d'ailleurs. Il s'est dressé contre la plus puissante nation du monde et il a gagné sans arme à feu, sans aigreur, sans méchanceté. C'est cet homme-là qu'on a vu. La cérémonie a réuni plus de 15 000 personnes, de sa famille aux plus anonymes, jusqu'aux plus grandes personnalités dans le stade couvert de la ville. Ici, personne n'a oublié de rire aussi, en hommage à l'humour dévastateur d'Ali. Il était drôle, il était beau, il était l'athlète le plus parfait que vous ayez jamais vu. Et ce sont ses propres mots. Picasso, Mozart, Shakespeare, Ali faisait partie de ces génies. Il est parti, mais il ne mourra jamais. Il était mon frère. Merci. Bill Clinton, dans un moment émouvant, s'est souvenu de la flamme olympique allumée à Atlanta en 1996, quand il était président. L'aura d'Ali a largement dépassé la boxe. Et c'est de la Maison-Blanche et des bureaux que Barack Obama a envoyé cette vidéo. La paire de gants du Greatest a trôné pendant toute sa présidence, une immense source d'inspiration, avoue-t-il ici. Et toujours hors de nos frontières, un Érythréen de 35 ans, présenté comme le général d'un réseau de passeurs, a été arrêté puis enfermé à Khartoum au Soudan. Extradé vers l'Italie, cet homme crie son innocence. Une fois de plus, nos confrères de TV5 Monde. Voici l'homme que le Soudan et l'Italie présentent comme le chef d'un des principaux réseaux de trafiquants de migrants en Méditerranée, sur la foi de documents soudanais et de l'Agence britannique de lutte contre le crime. Un Érythréen d'une trentaine d'années, extradé par le Soudan et débarqué à Palerme cette semaine. La première raison d'être satisfait, c'est que l'Italie détient maintenant le chef du réseau criminel le plus important de trafiquants de migrants. Un réseau actif dans la région subsaharienne vers la Libye, l'Italie et d'autres pays européens. Pour l'Italie, où échouent des centaines de milliers de migrants depuis 4 ans, cette arrestation serait une prise importante. Pour les familles de victimes aussi, car beaucoup se sont endettés dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe. Beaucoup sont morts dans le naufrage de bateaux épaves surchargés dans l'objectif de faire plus d'argent. Précisément, c'est l'une des charges retenues contre le chef du réseau de passeurs pour un naufrage au sud de Lampedusa en 2013. Sauf que le suspect présumé, interrogé par la justice dans sa prison romaine, dément être le trafiquant en question. Mon client a démenti toutes les accusations et dit ne pas être l'homme recherché. Il a été arrêté par la police soudanaise, mais il ne comprend pas pourquoi. Meret T, reconnu sur ces images de la police italienne par son frère, était bien installé à Khartoum depuis 2014. Un migrant érythréen, mais pas le trafiquant d'êtres humains, dit le général, ajoute une défenseure érythréenne des droits de l'homme. S'agit-il alors d'une méprise ? L'avocat demande la libération de son client. La justice italienne précise procéder à des vérifications nécessaires. C'est 5 minutes. Sport, football. À présent, les Lions juniors sont prêts à en découdre avec l'équipe du Zimbabwe dans le cadre donc des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Donc cette rencontre internationale se joue ce dimanche au stade de Kwekong à Bafoussam. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Le bus ayant à son bord les Lions indomptables juniors effectue les dernières manœuvres de stationnement devant l'hôtel de l'équipe. La délégation au grand complet pose enfin ses valises à Bafoussam, après un peu plus de 4 heures de route au départ de Yaoundé. Le coach Achou Besson et ses poulains découvrent leur camp de base. Au bout d'un long voyage, chacun veut vite intégrer sa chambre et souffler un peu. Le groupe se connaissent déjà très bien. C'est vrai que certains, surtout certains qui sont à l'étranger, ont fait pratiquement 4-5 jours avec le groupe, mais je peux vous dire que c'est avec beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance que les joueurs s'apprêtent à aborder ce match. Les commodités d'installation et repas à huis clos marquent ainsi l'acte 1 du séjour des U20 dans la capitale régionale de l'Ouest.
Jeudi 9 juin, un début de belle matinée ensoleillée. Les Lions juniors engouffrés dans leur bus VIP font une balade pour boire un bol d'air frais de Bafoussam dit la Belle. Sous forte escorte des forces de l'ordre, le bolide arpente les artères cabossées de la ville avec point de chute, le quartier général de la police. D'ici, la sélection nationale fait la boucle du centre administratif, à petits pas, découvrant la préfecture, les services du gouverneur, la communauté urbaine, le palais de justice. Pour le coach, la petite marche valait la peine. Après un long voyage, aussi pour un peu climatiser avec le climat d'ici, c'était bon qu'on sort l'équipe, il se promène un peu, et aussi pour être proche aux populations de l'Ouest, du Bafoussam, aussi que les populations peuvent venir proches de l'équipe. La balade terminée, l'équipe regagne l'hôtel, attendre la visite d'un hôte de marque. 11h45, le numéro 1 de la région est annoncé. Dans la salle des banquets, les Lions juniors accueillent Awa Fonka Augustine, tout un symbole pour son unité de commandement d'accueillir pour la première fois un match international. Pour une meilleure inauguration du nouveau stade, une victoire en vaut l'honneur. Donc nous voulons que vous mettez dans votre tête que, en ce qui concerne les populations de la région de l'Ouest, et la ville de Bafoussam en particulier, nous sommes comme les élèves de l'enseignement primaire, là où... À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Indira Ayo. Good evening once more. Good evening once again to you, Nadine Yambo. Good evening, viewers, and welcome to the second segment of this newscast. We begin in Yaoundé. UN peacekeepers simulate tactics to challenge terrorism, personal guards, and to manage crime scenes. This was in the course of 3 weeks or 8 weeks refresher course. This was at the School of Intellectual Forces, as we hear in the upcoming report by Roland Akon. De conduite à tenir. It is a simulation of an intervention by UN peacekeepers in a drinking spot attacked by terrorists. The area becomes a zone of exclusion with an elaborate control by forces armed with shields and helmets as evacuation of victims go on. Next is a simulation of the security of individuals by the Personal Protection Unit, especially in hostile milieux. Then comes the democratic management of protesters, especially on a crime scene, with the use of tear gas to disperse protesters. These simulations were presented to the public by 63 UN and AU-trained peacekeepers drawn from 17 African and European countries who were at the end of their 8-week training course at the Awa International School for Security Forces. The chief of the UN Police Department who came to Cameroon to witness the event said the 63 graduates were schooled on the basics of policing, civilian protection, the rule of law, deployment in theater zones, police techniques and tactics, as well as the manipulation of arms. The deputy director of the E4 school did not hide her joy that her institution and country is the first to host the training in the French Africa, and it is the first time the UN was changing its terminology from English to French to give the courses. The UN officials were visibly satisfied that translations met international standards. Joseph Betia Somo, the minister delegate at the presidency in charge of defense, urged the graduates to make good use of the skills they have acquired. Interesting indeed. In other news, we take you over to the Mongo division of the country, where supporters of the SDF party in the Kongsamba 1 municipality are at loggerheads. They cannot see eyeball to eyeball in the wake of recent elections in the Mongo division. Two opposing camps confronted each other in the course of the elections as allegations of fraud in the polls were rife. Others decried the fact that some of them had been excluded from participating in the branch elections
operations of the SDF party in the Mongo division of Cameroon. This incident, it should be noted, is coming on the heels of the party's 26th anniversary, which was celebrated about 2 weeks ago, and when there are rumors of the party planning a massive comeback. Still in the Mongo division of the country, this time around, we're talking insecurity at the Manjo market, where traders of the Manjo market in the Mongo division of Cameroon are decrying high rates of insecurity. In a recent operation of men of the underworld in the market, some of the night watchmen of the area were left seriously injured and hospitalized. The suspected bandits made away with foodstuff and a huge sum of money, which was taken from the victims, all of them traders of the Manjo market. The traders are in the meantime calling on law enforcement officers and authorities to help step up security in the market to ward off any future plans of men of the underworld to attack them once again. Talking about insecurity in markets, let's go over to Puma, where council tax collectors in Puma are reported to have harassed a trader, leading to her death. That was earlier this week. The incident happened during one of their outings to collect taxes from the traders. Babila Jonathan recounts that story for us. These traders of the central market in the locality of Puma, Littoral region of Cameroon, are lamenting over the death of one of their fellow traders. Ngosom Yvette died in a violent confrontation with council tax collectors. 5,000 francs CFA triggered the loss of a human life. This witness says the tax collectors stormed her shop Wednesday asking for tax money which she had accumulated amounting to 5,000 francs CFA, but she had just 4,500 francs CFA. Determined to collect the entire sum of 5,000 francs CFA, the tax collectors are said to have resorted to the use of force and violence by struggling to seize goods from the trader's shop. We are told a client of Ngosom Yvette gave her 500 francs CFA to complete the money, which she did and gave the tax collectors. But she could not withstand the shock of losing the day's entire booty. She then collapsed and her neighbors transported her to a local hospital where she died at about 9 p.m. Her death provoked the closure of the Puma Central Market by the angry traders and public demonstrations on the streets of the locality. In the absence of the mayor of Puma, they marched to the divisional office where they tabled their grievances. They are demanding for justice to take its course in the Ngosom Yvette's case, that the tax collection exercise should be improved, that market taxes, which they say are high, should be reduced, and that tax collectors should stop brutalizing traders. Out of the country, Muhammad Ali, the greatest, one of the most renowned boxers of all times, has been laid to rest in his hometown, Louisville, in the United States of America. Millions of Americans, fans and friends shouted out their thoughts as the motorcade bearing the Ali's coffin drove by to his final rest. Remarkable U.S. figures, including former U.S. President Bill Clinton, took part in yesterday's funeral. Movie stars, fellow boxers like Mike Tyson, and comedians were not exempted from the crowd that answered present at the funeral ceremony in honor of Cassius Clay, popularly known as Muhammad Ali. And in other sports news, the Junior Lions, the under-20 squad, will be taking on Zimbabwe tomorrow at the Kwekong Stadium in the west region of the country in a return leg match counting for the 2007 Under-20 Nations Cup qualifiers. The match takes place at the Kwekong Omispor Stadium, I said, and the governor of the west region, Awafonka Augustine, while visiting the young players earlier this week, encouraged them to win the first international match, which will be played on the new pitch that is in Kwekong in Bafoussam in the west region of Cameroon.
With that, we come to the end of this edition of the news. Thanks immensely for watching. Do have a wonderful evening in the company of our programs. Good evening to you, Nadine. Bonsoir, Indira Ayo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.